Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre édition de notre Base Call hebdomadaire. Louis Martinguet avec vous et bien sûr aussi Antoine Raymond. Salut Antoine. Salut Martin, salut tout le monde. On a eu beaucoup de choses dans le baseball dans les dernières semaines, mais principalement lors de la dernière semaine. Ce soir, on va essayer quand même, ce soir ou aujourd'hui, peu importe où vous l'écoutez. Nous, on est ce soir, vous allez peut-être être aujourd'hui. On a pris un focus sur les lanceurs. Donc, on va regarder un peu comment ça se passe du côté des lanceurs. Premièrement, on va vous parler des lanceurs que vous pourriez, les joueurs lanceurs que vous pourriez regarder, qui sont pas encore dans le baseball majeur, mais qui s'en viennent très bientôt. Donc, si vous voulez les prendre d'avance pour essayer de damer le pion à vos compétiteurs, ben, ce serait peut-être le temps. Sinon, Antoine était très intéressé à parler des fameux lanceurs qui ont clairement surpris cette année, qu'on a pris peut-être plus tard dans les rondes ou même qui étaient sur le ballottage qu'on était allé chercher plus tard après le début de la saison et qui vraiment nous donnent tout un rendement. Et avec ça, on va mixer aussi les releveurs qui, eux, ne sont pas nécessairement les stoppeurs de leur équipe, mais qui s'en viennent. En tout cas, c'est-à-dire que si jamais il y a une blessure, si jamais il y a une contre-performance ou éventuellement un échange, ils vont être dans les premiers à être pris pour devenir les stoppeurs de leur équipe. Donc, ça vous permet peut-être d'aller les chercher. Et si vous avez des holds en plus dans votre pool, c'est super. Donc, un peu orienté pool, un peu quand même orienté performance de lanceur. Ça va être beaucoup ça, notre discussion d'aujourd'hui. Mais on va commencer avec un petit point. Moi, je voulais juste l'apporter là, comme pour mentionner la fin de match des Padres de San Diego. C'était vendredi soir ou non, c'était jeudi soir. C'est jeudi soir. Et, Jeudi. ouais, exact. Et puis, ça s'est terminé un peu de façon pathétique par une décision de l'arbitre. Donc, un retrait sur 3 prises où la balle semblait clairement à l'extérieur. Et c'est très dommage parce qu'en plus, on avait une belle bataille qui était faite au bâton. Je pense que c'était le 7e ou le 8e lancé de la présence. Et on a fini ça sur une décision d'arbitre un peu douteuse. Et ça fait que en plus, le match était en train de peut-être... Il y avait la possibilité de remonter. On avait un coureur au deuxième but qui venait de voler le second. Et puis, on avait la possibilité, avec un coup sûr, d'égaler la marque. Donc, vraiment, dans ce cas-ci, c'est un gros zéro pour moi, pour les arbitres, le baseball majeur. Surtout qu'on a eu précédemment là, le match qui s'est terminé à New York, bizarrement, avec une supposée supposée obstruction lorsque le coureur revenait sans regarder au deuxième but. Le match s'est terminé comme ça, avec les White Sox, je pense. Est-ce que c'était les White Sox et les Orioles, hein? C'était pas les Yankees, je pense. C'était les White Sox et les Orioles. En tout cas, cela dit, on a beaucoup de confusion chez les arbitres, même si supposément le moins bon du groupe a pris sa retraite, Angel Hernandez. Ça Oui, finit des il est matchs fait temps. particuliers. Ouais. Je sais pas comment t'as trouvé ça, toi, à la fin du match avec les Padres, sur un lancer un peu à Ouais. l'extérieur, puis on termine ça. C'est quand même étonnant, là, je veux dire, mais on en voit beaucoup là, cette année des calls qui sont pas, puis tout le débat sur l'intelligence artificielle au baseball est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Vous lisez Mhm. quelques bugs ou etc. C'est en train de prendre vraiment croissance, si on veut, là, dans le sens où les gens commencent à le demander, puis faire, ben, rendu là, tu sais, pourquoi on aurait une zone de prise automatique comme on la voit à la télévision, puis que souvent, c'est ça aussi qui nous fait encore plus haïr les arbitres aujourd'hui, c'est qu'on la voit. Ouais, Comme, c'est vrai que c'est pire un peu, mais ça leur fait pauvreux quand même, parce que c'est très difficile oui, d'arbitrer oui, à cette oui, vitesse-là. Et en plus, on leur met sous le nez un automatique, un robot automatique qui leur dit qu'ils se trompent, là, puis en plus, ils ont un score à la fin du match et tout et tout. exact. C'est ça. Je pense que c'est impossible d'être parfait, on est bien d'accord. Moi, je vis avec l'arbitre qui fait quelques erreurs pendant le match, même si dans Mhm, certains cas, comme dans le cas de John Hernandez, c'était beaucoup trop. Au-dessus de mhm. 19 mauvais calls par match, c'est vraiment exagéré. Ça peut changer un match au grand complet. Mais pour terminer un match, je pense que l'arbitre devrait se garder une petite gêne, d'être plus que certain que la balle est dans la zone des prises. Dans ce cas-ci, là, de toutes les angles possibles, c'était un lancer plus que borderline, même douteux, on pourrait dire, et de vraiment définir la fin du match par un retrait sur appel, c'est pas fort. Donc, il y a peut-être aussi un problème de jugement où on dit Mhm. souvent, des fois à la blague, le gars avait hâte de rentrer chez eux, mais on dirait que avec les Padres, là, il avait vraiment hâte de partir à la maison. En tout cas, ça fait tout un tollé à la fin. Mike Shield s'est fait Oui.
mettre out. Et puis, on verra qu'est-ce qui en sortira, mais il faudrait qu'il y en ait le moins possible des fins de match comme ça. C'est vraiment dommage. Très dommage. Ouais. Mais bon, on a eu une belle semaine. Il y a eu des belles... en tout cas, il y a des frappeurs qui ont vraiment bien frappé, des lanceurs qui nous ont fait des matchs assez exceptionnels. Et puis, on va commencer en proposant à nos joueurs qui font des poules des joueurs à mettre peut-être de côté pour les semaines à venir, si vous voulez damer le pion à votre compétition, puis peut-être avoir l'air intelligent, c'est-à-dire, regardez ça, j'ai pris... Bon, c'est toujours une stratégie un peu approximative là, d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas encore dans les majeurs, parce qu'évidemment, quand ça fonctionne pas, ben personne n'en parle. Et quand ça fonctionne, on a l'air très intelligent. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas un grand risque là. C'est-à-dire qu'au pire, ben c'est juste, on a gaspillé un move, puis c'est resté. Donc c'est bien de le faire une fois de temps en temps. Si vous êtes vraiment certain. Puis en plus, vous avez lu une tonne d'articles qui vous disent que le gars s'en vient. Je pense qu'il faut croire les spécialistes là-dedans. Dans les noms, moi que je voudrais lancer là-dessus. Bon, il y en a un qui est très évident présentement. C'est Kaide Povic. Qui est censé prendre une place là intéressante chez les Orioles. Tant qu'il y a des blessures comme il y en a présentement, je pense que la place est toute ouverte pour lui. Dans les mineurs, il a très très bien fait. Il est pas aussi dominant au triple A qu'on pensait, mais c'est un gars qui va certainement faire les majeurs. Ce qu'on ferait dans le fond, c'est on avancerait un peu son arrivée. Il arriverait peut-être cette année, alors qu'il aurait peut-être dû plutôt être prêt pour l'an prochain. Mais ça, c'est un bonhomme que vous pouvez essayer d'aller prendre sur votre balotage et puis il devrait s'y retrouver. Pour l'instant, il est NA, comme on appelle, donc non-available, mais il va devenir available très bientôt, d'après moi. Toi, tu crois qu'il va avoir un gros impact sur le... Est-ce qu'il va avoir un super gros impact? Il faut voir comment ça va se passer. Il a déjà lancé une fois, puis ça s'est pas très bien passé. Donc, on va vraiment voir s'il va être capable de rebondir là-dessus. Espérons qu'il va pas tout de suite retourner dans les mineurs dès la semaine prochaine, ou en tout cas, on sait qu'il va faire un deuxième départ, mais est-ce qu'il va retourner tout de suite après? C'est à se poser la question. Toi, tu as un autre bonhomme qui, malheureusement, a eu un très mauvais début de saison et qui, là, se retrouve sans que c'était prévu dans les mineurs. Il devient un joueur NA lui aussi, mais attention, on peut garantir qu'il va revenir bientôt, ne serait-ce que parce que il est trop important pour les Tigers. Oui, ben exact. C'est Spencer Torkelson. On ne pourrait pas passer à côté si on parle de joueurs qui sont sur la slot NA, si on veut. On peut pas passer à côté de lui parce que automatiquement, il devient cette semaine. Ça allait pas si mal que ça. C'est ça le pire. Quand tu dis ça va vraiment très très mal, là, ça allait pas si mal que ça dans les 2 dernières semaines. Moi, j'ai hâte de voir ce que lui peut vraiment amener dans la ligue. Mais dans la Ligue américaine avec Détroit, dans le sens où il peut être vraiment incroyable. Ça peut être vraiment un hostie de joueur. Désolé de sacrage. L'an passé, il avait fait à peu près, je pense, c'est 39 doubles, 35 circuits. Donc, c'est très solide. Ouais. Surtout, oublions pas que c'est pas facile de faire frapper la longue balle à Détroit. Donc, c'est pas un stade facile. Tout à fait. Absolument pas. Fait que c'est un joueur qui est très intéressant. Donc, si vous l'avez, gardez-le, même si vous pouvez pas le faire jouer, faut garder ce joueur-là absolument dans son line-up. Puis, il faut considérer, dans le cas de Torkelson, que son problème numéro 1, c'est le ratio retrait sur 3 prises versus les buts sur balle. Ça, normalement, c'est un bon indice, par exemple, d'un problème du problème d'un joueur, surtout les jeunes joueurs qui auront de la misère vraiment à soutenir ça s'ils ne font pas les ajustements, parce que les lanceurs vont commencer à les connaître et de plus en plus, si eux ne laissent pas passer les balles et jouent, dans le fond, la game du pitcher, il s'élance sur tout, on va finir par les retirer. Et les bons lanceurs ont toujours le dessus sur les bons frappeurs. Donc, dans le cas de Torkelson, son retour s'impose. C'est un gars qui est bourré de promesses. C'était même un des joueurs les plus importants du début de saison chez les Tigers. Donc, on pourrait être même surpris qu'il soit parti dans les mineurs. Mais comme c'est un gars qui était une recrue l'an dernier, ou l'année précédente, mais ça fait il y a même pas 3 ans derrière la cravate. Je pense que c'est un bonhomme qui a encore besoin de faire des ajustements. Et peut-être qu'ils se sont dit, c'est mieux qu'ils aillent les faire dans les mineurs tant qu'à ne pas le faire jouer en haut. C'est aussi un peu une insulte là, de mettre Torkelson sur le banc et de
de le faire jouer, je sais pas moi, une dizaine d'at-bats par semaine. C'est gaspiller un grand talent. Sauf que là, il va falloir qu'il revienne parce que, bon, vous savez que je suis pas un grand fan de Mark Canha, mais c'est un gars qui fait le travail quand on lui demande. Et il est parfait avec les Tigers. C'est le joueur, l'utility man comme on appelle, qui fait pas de vagues, qui est à la limite inintéressant, mais qui va toujours faire ce qu'on lui demande. Et là, il joue au premier but. C'est pas sa position et ça paraît. Donc, j'ai regardé 2 matchs, entre autres, là, et on voit que, bien sûr, qu'il fait les jeux de base, mais quand on va lui en demander plus, ça va être plus difficile. Alors que Torkelson, lui, a commencé à développer une très bon gant au premier but. Et puis, si les Tigers veulent peut-être avoir une chance, peut-être surprendre et finir au moins deuxième dans leur division, sans nécessairement accéder aux séries, au moins se placer pour les années futures, ils vont avoir besoin de Torkelson parce que c'est pas un gars qu'on remplace comme ça du jour au lendemain. Non, pas du tout. Exact. Moi, j'ai un autre bonhomme, puis je veux voir qu'est-ce que tu en penses de ce gars-là. On l'a oublié parce que, bon, souvent, une nouvelle qui écarte un joueur pour un bon bout, ben, ça nous amène à le rayer de notre mémoire. Mais il faut pas oublier qu'au début de l'année, beaucoup de gens parlaient de Jackson Chirios, mais aussi beaucoup de gens parlaient de Noelvi Marte avec les Reds de Cincinnati. Et on disait même il pourrait être la recrue de l'année. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait prendre pour vraiment pour dopage, tout simplement. 80 matchs de suspension, donc une demi-saison. Et là, ben, ça s'en vient. Là, d'ici deux semaines et demie, il sera disponible. Est-ce que les Reds vont l'amener tout de suite? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que même si les Reds frappent beaucoup, c'est peut-être pas du bâton qu'ils ont besoin, mais c'est aussi un joueur qui est excellent défensif. Donc, on a toujours l'impression à Cincinnati, parce que la balle n'arrête pas de sortir du stade tout le temps, qu'on n'a pas besoin d'avoir de renfort au bâton. Faut pas oublier que c'est une équipe aussi qui a beaucoup de retraits au bâton, et c'est une équipe qui, même si elle a des frappeurs extraordinaires, réussit pas à gagner. Donc, il faut aller chercher tout ce qu'on peut du côté des Reds. Et moi, j'ai pas peur de le voir arriver bientôt. Je pense qu'un gars comme Benson, va peut-être écoper pour l'arrivée de Marte. Puis on l'a tellement annoncé, je vois pas les Reds le garder toute l'année encore, à moins qu'on veuille en faire un exemple et que ça devienne une certaine forme de punition supplémentaire pour se faire prendre. Non, vraiment, je suis d'accord avec toi. Après moi, il va arriver assez rapidement dans la rotation. Je serais surpris du contraire. Ouais, en tout cas, on va voir comment ça va se passer. Puis, un autre petit lanceur, là, retenez le nom pour peut-être dans 1 mois ou 2 mois, mais on a vu Paul Skeene arriver. C'est un phénomène incroyable. Il n'y a pas de recrue qui va pouvoir lancer à son niveau. Mais le deuxième meilleur lanceur des mineurs cette année, c'est un gars d'Atlanta qui s'appelle Hurston Waldrip. Et il a vraiment dominé partout où il a passé systématiquement, un peu comme Paul Skeene. On l'a fait sauter très vite au AAA. Et ben là, pour l'instant, là, il attend son entrée. Et parce que Spencer Strider est fini pour l'année et que les Braves, pour l'instant, n'ont pas de vrai 5e partant, on essaie un gars des mineurs à chaque fois que c'est la rotation. Peut-être que Hurston Waldrip va être la solution pour arrêter là justement la ronde des jeunes qui viennent, se font approcher, perdent leur match et retournent dans les mineurs, parce que c'est un peu ça qui se passe avec les Braves depuis un mois. Là, à ton plus grand plaisir. Ben oui, ben c'est ça. Moi, j'adore, évidemment. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup de potentiel, mais c'est sûr que quand on veut gagner un championnat, c'est pas une bonne façon de faire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand on perd presque le meilleur lanceur des majeurs, il faut s'arranger avec ça. Puis bon, comme je l'ai dit la semaine dernière, les Braves devront faire une transaction s'ils veulent rester dans la course, parce que ça fonctionnera pas non plus avec les deux, même s'ils sont très bons en défensive, avec Duval et Kelenic, on peut pas faire jouer ça régulier pour gagner un championnat, ces deux gars-là. Maintenant, on arrive avec nos autres lanceurs qui sont les releveurs. Les releveurs qu'on apprécie, qui souvent sont un peu les mal-aimés parce qu'ils sont 2e, 3e dans la liste, je dirais, de fin de match des gérants, des managers, mais qui ont vraiment une très belle qualité, celle de ne pas donner de coup sûr, de faire beaucoup de retirs sur 3 prises et d'avoir le potentiel pour devenir un stopper, si c'est pas dans un avenir très rapproché, au moins de pouvoir être le 2e derrière le stopper et faire ce qu'on appelle des holds. Il y a 20 ans, on parlait presque pas de ça, mais les lanceurs de relève, eux, ont eu besoin un peu d'avoir des statistiques pour pouvoir négocier leur contrat puis prouver leur valeur. Donc, le hold, c'est quand on retient l'adversaire de faire des points
avant l'arrivée de la manche décisive où notre stoppeur souvent vient finir le travail. Et donc, le lanceur de hold peut lancer la 7e ou la 8e alors qu'on est en avance et puis se gagne un peu, je dirais, de la notoriété là-dessus. Et nous, ben, dans les pools où on les accepte, ces holds-là, ben, ils nous font faire des points ou ils nous font monter au classement. Et donc, je voudrais te laisser la parole là-dessus. Tu as sûrement un ou deux releveurs que tu apprécies et qui sont pas encore, disons, des superstars. Mais j'en ai un dans un de mes pools et j'ai toujours de la misère à prononcer son nom. Il vient de Saint-Louis. C'est Andrew Kittredge. Oui, Andrew Kittredge, l'ancien de Tampa Bay. Kittredge, exact. Exact. Oui, exact. Alors, oui, il était à Tampa Bay avant. En ce moment, il fait vraiment un super travail au niveau des holds. Mm-hmm. Si vous l'avez là, dans votre pool, c'est un ou deux holds par semaine. Moi, je l'ai dans pas notre pool commun, nous deux, lui Martin l'autre. Et depuis presque semaine 3, là, j'allais chercher semaine 3, semaine 4, j'avais besoin de releveurs. Puis dans ce pool-là, nos save et nos hold, c'est la même chose. Ah, donc ça s'équivaut. OK. Exact. C'est une catégorie, en fait. Mm-hmm. Save et hold, même catégorie. Donc, lui, il devient super intéressant parce que c'est le lanceur à Saint-Louis, manche 8, 7, si c'est serré, c'est lui qui il fait le travail. Donc, c'est super intéressant de l'avoir. Il va vous en faire des halls. Il va vous aider énormément dans votre progression de pool. Donc, c'est un lanceur aussi qui, je dirais, a réussi à faire sa place tranquillement, puisqu'au début de l'année, on semblait avoir à Saint-Louis un groupe qui avait été, je dirais, spoté pour faire la 7e, 8e et 9e manche. Et à part, évidemment, le releveur de fin de match qui est très solide, tout le reste, c'était un peu, on a rebrassé les cartes. Et là, c'est devenu un peu celui qui allait le mieux performer. Et Andrew Kittredge a la force, justement, de pouvoir fermer toute menace. Il donne presque pas de coup sûr, beaucoup de roulants. Donc, c'est vraiment un très bon lanceur de relève qui était très fort à Tampa Bay aussi. Et Tampa Bay ont le don de dénicher des joueurs qui coûtent pas cher et qui font un excellent travail. On sait que la façon de coacher à Tampa Bay est liée presque strictement sur l'analytique et puis les stats avancées. Donc, un gars comme ça, c'est un bon choix, je pense, d'aller chercher à Saint-Louis. Puis il fait vraiment un bon travail. C'est un très bon nom. Je l'avais pas sur ma liste, mais quand même, il fait partie des gars que j'ai examiné avant de faire ma petite liste. Oui, oui, clairement. Écoute, moi de mon côté, je vous propose de regarder du côté de Yonier Cano, comme je le fais à chaque fois. Pourquoi? Parce que, bien, du côté des Orioles, on est dans les meilleures équipes du baseball. J'adore Craig Kimbrel. Je pense que Craig Kimbrel est un joueur qui devrait aller au Temple de la Renommée éventuellement comme un des meilleurs releveurs de l'histoire du baseball. Mais il reste que il a toujours 36 ans et il a toujours cette capacité-là à ne pas être très solide lorsque les moments importants arrivent. Il l'a prouvé en série mondiale et tout pendant le passé. Et Cano, lui, est presque intraitable, ne serait-ce que par il est très corpulent, il lance fort, il lance avec précision aussi, donne très peu de buts sur balle aussi. Alors, c'est un bonhomme vraiment qu'il faut surveiller. Il va sûrement sauter sans problème à la place de Kimbrel si jamais il commence à avoir des problèmes, notre ami Craig Kimbrel. Du côté des Mets, c'est particulier parce que là, Diaz vient de se blesser. Et là, on n'a aucune idée, on n'a aucune idée de que font les Mets en général, là, mais je dirais, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le bullpen des Mets, ça c'est clair, net et précis. Eh bien, qui va prendre les sauvetages? C'est un peu un coup de dé. Moi, je vais oser faire une prédiction parce que c'est le plaisir de faire ce petit podcast-là. Moi, je vais vous dire que Reed Garrett devrait prendre la place parce que c'est lui la jeune sensation qu'on ne voyait pas arriver nécessairement dès cette année. Il a prouvé qu'il était très solide. Il a fait un super bon début de saison. Le mois d'avril était exceptionnel. Et je veux croire en ce bonhomme-là qui a vraiment des superbes qualités. Cependant, on peut pas complètement éliminer
Dickerman, parce que Jake Dickerman a toujours réussi là où il était, même avec Dodgers quand l'enclos était plein à craquer. Évidemment, son passé avec Oakland, lorsqu'il était le stopper là-bas, a vraiment s'imposé aussi comme gars de fin de match. Et Adam Ottavino, le old school, on peut presque pas rien lui reprocher non plus. C'est un vieux routier. Je pense qu'il manque, à mon avis, de punch pour être un vrai stopper, mais il reste qu'il a fait le travail dans certaines occasions dans les années précédentes. Fait que c'est pas évident. Pas évident de dire qu'il va être. Je sais pas si toi, tu opterais plus pour un des deux vétérans plutôt que le jeune, mais disons, moi, je vais essayer de me mouiller puis me dire que c'est le jeune qui va passer avant les autres. C'est sûr que Ottavino a un élan tellement particulier. Oui, oui, tout à fait. Moi, je l'aime beaucoup juste à cause de son élan, on dirait. Ouais, ben en même temps, c'est un gars qui a fait sa marque, là, puis faut respecter. Même quand il a commencé au Colorado, là, il a été impressionnant, même dans un stade où tout explosait de partout. Tout sort. Ouais, exact. Moi, je respecte beaucoup ce bonhomme-là en tant que lanceur. Aussi, c'est un bonhomme intéressant en tant que être humain, là, en tant que joueur. Donc, vraiment, mais je me dis qu'on a besoin de nouveau un peu, puis on a besoin d'essayer de faire lancer Garrett pour voir ce qu'il est capable de donner. Et dans une saison qui va en nulle part, je pense qu'il met. J'ai un autre releveur à te parler. Ben oui, vas-y. Complètement de l'autre côté, si on veut, du spectre de la personnalité que Ottavino est, mais Aroldis Chapman, finalement, fait vraiment le travail avec des rapides à 3. Il est phénoménal cette année, comme releveur pour des hauls, puis même, je l'ai vu, là, je pense qu'il a fait quelques saves. Oui, puis j'en avais parlé dès le premier podcast, je pense. Oh, on en a parlé, oui, absolument. Exactement. Je ne comprends pas qu'on en parle aujourd'hui, là. Ouais. Allez chercher le bon vieux Aroldis, même s'il y a très peu de gens qui sont sympathiques à son endroit, dont moi, j'ai aucune sympathie pour le bonhomme, mais les retraits sont là, puis bon, il est impressionnant. Et puis avec les Yankees, regardez Ian Hamilton aussi, lui il est un peu hors du portrait là pour l'instant, mais il s'en vient. C'est un gars qui domine vraiment à chaque fois qu'il lance, ou presque. Et les Yankees ont un excellent stopper avec Holmes, mais pour le reste, ça peut se promener. Et ce gars-là pourrait se hisser assez proche du top des releveurs des Yankees dans, disons, 1 ou 2 mois. Alors, gardez-le en tête. Ça pourrait se produire plus vite qu'1 ou 2 mois, mais il va sûrement faire sa place. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... bon point. Ouais. Et maintenant, on va aller à notre troisième bloc, qui sont les fameux lanceurs qui nous ont surpris, ou en tout cas est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bien meilleurs que ce que l'on pensait, ou en tout cas ils ont dépassé nos attentes, je pense que c'est le bon terme. Et puis, entre autres, tu as fait une bonne recherche là-dessus, Antoine, puis tu as plusieurs noms à nous nommer. Il y a des noms que je pense que dans ma courte liste, ils sont à peu près déjà tous dans ta liste. Fait que je vais te céder la parole, puis je vais te laisser aller avec ta liste, puis peut-être je pourrais commenter sur les choix qui sont communs entre ta liste et la mienne. Mais c'est sûr que je peux pas passer à côté de Tanner Houck, qui en ce moment Stone casse tout. Je peux pas passer à côté de lui parce que il est efficace, puis il fait tout de la bonne manière, puis il fait tout exactement comme on demande à un lanceur partant de faire. Coach pour une équipe. Donc, c'est comme, il est difficile à tasser de l'équation puis de ce qu'on va dire quand quelqu'un nous surprend. Au début de l'année, il était quoi? Il était dans, mettons, 130, 140. Environ sur nos feuilles, si on veut. Oui, il était loin, il était assez loin. Dans les listes, là, il était pas top 20, tu sais. Puis il était surtout pas top 5 lanceurs. Puis là, il le fait de manière magistrale, puis il se blesse pas. Ça l'aide aussi. Officiellement, il est deuxième là, sur les poules à points. Ouais, c'est ça. Il est deuxième lanceur. Et j'oserais peut-être même dire que c'est le meilleur, puisqu'il vous offre en plus la possibilité de le mettre dans une slot de RP, ce qui est assez incroyable. Oui. Alors, on dit que le deuxième lanceur cette année, l'an passé, a lancé en relève pendant un bout de l'année. Fait que c'est quand même assez intense, là, comme, je dirais comme, mais c'est toujours été un top prospect. Donc, on savait qu'elle arrivait un jour, mais il arrive très vite, et puis tout d'un coup. C'est surtout le tout d'un coup qui change tout, là. Vraiment bon lanceur. Je l'ai eu un peu l'an dernier, mais c'était pour des dépannages. Mais là, cette année, c'est un vrai lanceur partant. Non, là, c'est un vrai lanceur. Qui t'as d'autre sur ta liste après le jeune? Ben là, c'est ça.
J'ai un autre jeune. Je peux pas. On en a déjà parlé beaucoup ici au podcast, mais je peux pas passer à côté de Louis Gill qui fait un job absolument phénoménal. Mhm. Il s'en va là, vers une nomination du Cy Young. Il continue comme ça. Il s'en va vers une saison Cy Young. Ouais. Fait que, tu sais, c'est dur de l'enlever de l'équation. Puis en plus, il est à New York. Il y a encore plus de publicité. Il est encore plus vu. Il est encore plus exposé parce qu'il joue avec les Yankees. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce joueur-là, s'il continue sa saison actuelle au même rythme, va avoir va être nominé au Cy Young juste parce que c'est à New York. Puis Oui, puis bon, ça n'a pas l'air de le stresser de toute façon. Et si on disait que Tanner Hook arrive un peu rapidement, Louis Gill arrive encore plus rapidement parce qu'il n'était même pas sur les radars l'an dernier. Donc, c'est non, majeur. non, lui, on parle vraiment, c'est. Puis, tu sais, on s'en a déjà parlé, c'est moi qui l'ai dans le pot, puis je l'ai Mhm. repêché parce que j'avais besoin d'un joueur un dimanche pour pouvoir bien finir ma semaine. Puis j'étais comme, j'ai regardé les équipes. Il y a un lanceur à New York que je connais pas, mais qui lance. Je l'ai pris. J'ai fait, il y a 24 ans en plus, c'est parfait. Tu sais, puis c'était comme, je l'ai pas pris parce que je le voyais sur mon radar. Je Ouais, l'ai pris ouais, parce que ouais. j'avais besoin d'un lanceur cette journée-là. Finalement, avec tout ce qu'il me donne, Ah ouais. faut, Ben, il y a les des poules, bons, faut il y être. a des belles circonstances comme ça parfois. Louis Gill avait pas de toute façon eu beaucoup de choses très gratifiantes décrites sur lui avant je dirais son premier mois. Mais après le premier mois, là, après je dirais les 4, 5, 6 premiers départs, les journalistes sont embarqués sur son cas. Là, puis c'était un secret caché, mais là, c'est plus du tout caché. Sinon, ben, est-ce que tu as d'autres bonhommes? Ben, J'en t'en ai, as d'autres, évidemment. j'en ai un dernier avant que t'embarques. Euh, je peux pas passer encore sous silence un autre joueur de mon pool. Ah! Euh, Garrett Crochet, dont on a parlé tous Mhm. les deux cette saison, qui là, en ce moment, avec la pire équipe peut-être de la Ligue, fait du travail phénoménal. C'est le seul bon On lanceur, White une des seules Sox, raisons d'écouter les White Sox. Hein. il va faire entre 5 et 10 K par départ. Peu Mhm. importe. Peu importe. Tu sais que ça va pas bien, puis là, il va le faire. Ben, juste le fait Euh, il gagne des matchs avec les White Sox, c'est qui incroyable. gagne ouais, voilà. Merci de résumer ma pensée. Mhm. C'est exceptionnel ce qu'il fait là, avec les White Sox. Puis là, on s'en est parlé hors d'onde un peu avant quand même le podcast, mais il y a des grosses rumeurs comme quoi Sandy est très intéressé. Oui. Donc, si vous l'avez dans votre pool et que c'est pas un keeper à 10 équipes, pensez-y parce que sa valeur va monter de manière phénoménale à partir du moment où il passe à une équipe comme San Diego. C'est sûr que sa valeur est plus à la même place parce que ça devient un keeper, ça devient un joueur vraiment intéressant. C'est un lanceur énormément de vélocité sur son tir. Mhm. Fait que si vous êtes comme vous l'avez dans votre pool, puis vous n'avez pas besoin nécessairement d'un autre keeper l'année prochaine, échangez-le parce qu'il va avoir énormément de valeur. En plus de valeur Et après l'échange, probablement encore. Ouais. Chose, oui, mais il y en a déjà énormément. Ouais. La seule Mais chose qu'il oui, faut mentionner, par exemple, puis on s'en avait déjà parlé, Louis Gill et Garrett Crochet, les deux, sont sur un pitch count, c'est-à-dire ils vont probablement arrêter de lancer autour du début septembre, puisque surtout du côté de Louis Gill, puisque les Yankees voudront probablement le conserver pour les séries. Des lanceurs de première année ou dans le cas de Crochet, après deux opérations Tommy John, eh ben vont être, on va prendre très attention à ces bonhommes-là. Et d'après moi, ils vont être arrêtés autour de 150-160 manches. Et à la qualité qu'ils ont dans leur départ, ils vont souvent à 7, 8 des fois. Donc, ça va arriver encore plus vite qu'on pense. Sauf que pendant qu'ils sont là, ils sont exceptionnels. Fait qu'il faut vraiment en profiter. Et puis, se préparer peut-être, évidemment, si vous voulez être atouré un peu, vous pouvez essayer de les échanger là, à partir du mois d'août. Parce que là, bon, quelqu'un qui va aller le chercher aura pas beaucoup de manches de ces bonhommes-là. Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi vous préparer avec une solution B pour quand on va les arrêter de lancer. Qu'est-ce que vous allez vous utiliser comme joueur à ce moment-là? Donc, c'est un beau problème pour l'instant.
Mais ça sera à gérer plus tard. Mais pour ce qui est, si vous n'êtes pas dans un pool, puis vous faites juste écouter le baseball, puis vous aimez les Yankees, ou malheureusement vous aimez les White Sox, ben vous avez vraiment un spectacle incroyable quand ces deux gars-là sortent. Et vous avez un bon spectacle aussi avec deux vétérans encore là, je vais ramener un peu ton pool, puis mon équipe favorite, donc Chris Sale, qui vraiment fait flèche de tout bois. Chris Sale avait jamais perdu son niveau élite, je crois. Il a toujours été exceptionnel. Mais les blessures tellement sans arrêt, on peut scraper sa carrière, entre guillemets, après les meilleures années qui étaient derrière lui. Et là, avec les Braves, dans le fond, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de blessures parce que pour l'instant, c'est superbe. Il se situe là dans les poules à points. Il est 8e des poules à points, donc c'est vraiment une position incroyable. Et lorsqu'on regarde les Braves qui ont un peu de difficulté avec leur attaque et tout, lorsque Fried ou Sale lancent, souvent ce sont des victoires. Malheureusement, hier, les Braves ont réussi à perdre ça 2-1, mais c'est parce que bon, l'attaque est tellement anémique. Mais Chris Sale a fait encore un excellent match hier soir en ce vendredi. Alors vraiment, c'est un bonhomme qu'il faut... je crois qu'on ne pouvait pas l'attendre à ce niveau-là. Et il faut le respecter. Et un autre bonhomme qui a eu les mêmes problèmes que Chris Sale, qui est beaucoup plus jeune, qui aurait peut-être pas eu une trajectoire presque temple de la renommée comme Chris Sale, mais c'est Seth Lugo, qui se situe à peu près au même niveau encore. Pour les poules à points, il est 8e présentement. C'est une position incroyable. 7e même, position incroyable. Et Seth Lugo a eu beaucoup de blessures dans le passé. Antoine dit même qu'il va se blesser éventuellement cette année, c'est presque certain. Mais pour l'instant, pendant que ça dure, il a donné presque 190 points là à ses équipes, ce qui est exceptionnel là, ce qui est comme un très 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 bon frappeur dans votre équipe. Donc ça vraiment Seth Lugo et Chris Sale, deux bonhommes qui sont toujours blessés ou presque, mais là ils réussissent finalement à nous faire une belle saison. On va peut-être les voir les deux au match des étoiles. Ce qui serait pas mauvais. En tout cas, ça serait beau de voir ça. S'ils sont pas blessés d'ici là. Oui, c'est ça, exactement. On dirait que j'ai plus d'espoir. Ma mauvaise langue, mais... Non, mais j'ai plus d'espoir que Chris Sale ne se blesse pas que Seth Lugo, malgré que les deux, on sait pas ce qui peut arriver. On est sur un coup de dé, effectivement. Avec les historiques, on sait jamais. c'est quelque chose. Mais donc, si vous avez Louis Gill dans un pool, si vous avez Garrett Crochet, pensez qu'ils ne finiront peut-être pas l'année complètement, qu'au mois de septembre, ils vont être conservés. Surtout si Crochet est échangé à une équipe comme San Diego, ils vont être conservés pour les séries. Et si vous avez Seth Lugo et Chris Sale, ben c'est le temps de vous poser la question, est-ce que essaie de les vendre pendant qu'ils sont complètement en feu et obtenir un prix inespéré, ou j'essaie de les garder parce qu'ils sont vraiment bons, mais l'historique me dit qu'ils vont peut-être se blesser. Donc, on est dans les 4 cas face à une problématique intéressante où il va falloir user de flair et peut-être même d'opportunisme. Donc, sachant aussi que 3 de ces 4-là sont dans ton pool, Antoine, ben tu vas avoir du plaisir d'ici le mois de septembre à savoir qu'est-ce que je fais avec ceux qui se blessent tout le temps ou ceux qui n'en seront plus au mois de septembre. Comment est-ce que je vais manager ça jusqu'à la fin. Ben, c'est ça. On s'en reparlera à cet épisode-là. Oui, tout à fait. À la date limite. Donc, c'est tout pour nous cette semaine. On a vraiment fait un gros focus pour les lanceurs. On a parlé plus de pool que de baseball en général, que de la ligue majeure de baseball. Mais on y revient la semaine prochaine avec d'autres sujets très variés. Gênez-vous pas, écrivez-nous vos sujets en dessous de la vidéo sur YouTube. C'est une très bonne place pour le faire. Et puis, on va se faire un plaisir de se donner le défi de rentrer dans vos sujets puis d'essayer de vous en parler le plus honnêtement et humblement possible. Toujours un plaisir, Antoine. C'était super agréable. Salut Martin, puis salut tout le monde. On se revoit à la prochaine. Bye bye. À la prochaine.